Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise, dont voici les titres. Le Premier ministre Komi Selom Klassou était face aux acteurs de l'éducation ce jeudi. La situation du secteur éducatif et la recherche de solutions idoines à cette crise est l'objectif de cette rencontre. Et puis les professionnels de l'audit interne sont à Lomé depuis hier pour leur forum annuel. Une initiative qui leur permettra, comme chaque année, d'évoquer la profession face aux mutations de l'heure. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. Le chef de l'État, Faure Eswazimana Nyasimbe, a reçu conjointement, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, une délégation de la commission de la dite institution conduite par le président sortant Marcel de Souza et une autre délégation de la Guinée-Bissau conduite de son côté par son ancien premier ministre, M. Carlos Correa. La délégation de la Guinée-Bissau est venue faire le point de la situation politique dans son pays au premier responsable de la CEDEAO. Ensuite, les membres de la commission de l'institution sous-régionale ont échangé avec le président de la République sur le mécanisme de la mise en œuvre des réformes décidées par la conférence des chefs d'État en décembre dernier à Abuja, au Nigeria. Nous écoutons le président sortant de la commission de la CEDEAO et le chef de la délégation bissau-guinéenne au micro de Honoré Modjon. Nous avons eu deux parties. D'abord, il y a une délégation venue de la Guinée-Bissau et dirigée par l'ancien Premier ministre, Correa, pour venir faire le point de la situation en Guinée-Bissau. Il s'agit essentiellement de nous informer de la décision de leur comité central du PAIGC, de dire que, comme le prévoit l'accord de Conakry, que les 15 députés dissidents seront accueillis sans aucune condition et au grade où ils sont. Ils étaient avant. Et le congrès du PAIGC aura lieu du 30 janvier au 4 février. Ils ont souhaité qu'on puisse les appuyer et nous ferons conformément au texte. La deuxième partie, le président nous a reçus avec le nouveau président qui a été nommé par la conférence des chefs d'État le 16 décembre dernier à Abuja. Il s'agit de mon ami et frère Jean-Claude Brou. Et donc nous allons voir, puisque la conférence nous a dit de travailler ensemble pour la constitution des nouvelles structures. Et donc nous allons, main dans la main, travailler dans ce sens. Il y a une réforme institutionnelle où nous devons passer à la commission de 15 commissaires à 9 commissaires. Quel pays va-t-il prendre les postes et les différents postes? Comment va-t-on les attribuer? Nous devons organiser des réunions au niveau ministériel, au niveau présidentiel, et ensuite comment faire le recrutement à ces différents postes. Suite à notre nomination à la présidence de la commission de la CEDEAO, nous sommes venus saluer le président de la République togolaise, qui est le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Il nous a donné un peu les orientations parce que nous devons travailler avec le président Marcel de Souza pour pouvoir un peu, et conformément à la décision de la conférence des chefs d'État qui s'est tenue à Abuja le 16 décembre dernier, donc travailler ensemble pour pouvoir préparer la nouvelle commission qui doit être mise en place. Vous venez donc d'écouter M. Marcel de Souza, président sortant de la commission de la CEDEAO, et son successeur, M. Jean-Claude Brou-Kassi. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Komi Selom Klassou a tenu ce matin à la primature une réunion d'information avec les acteurs de l'éducation. La rencontre a pour but de faire le point de la situation qui prévaut dans le secteur éducatif et en vue de trouver des solutions idoines pouvant mener le Togo vers un développement durable et équitable. Nous reviendrons en détail sur les conclusions et le contenu de cette rencontre du Premier ministre avec les acteurs du monde éducatif dans nos prochaines éditions. L'Institut togolais des auditeurs et contrôleurs internes tient depuis hier à Lomé son deuxième forum annuel interne. Une rencontre qui permettra de sensibiliser les acteurs de l'audit et du contrôle sur leur rôle dans une entreprise et de promouvoir la professionnalisation du métier au Togo. Les précisions avec Aïcha Ziebrou et Luc Assi.
Les membres de l'Institut togolais des auditeurs et contrôleurs internes en plein pied dans la 2e édition du Forum national de l'audit interne. Une édition qui mettra en lumière le rôle de veille et de conseil de l'auditeur dans une entreprise. Il s'agit de rappeler à l'auditeur sa mission qui n'est autre que de mettre en place des dispositifs efficients adaptés aux risques et aux réglementations en capitalisant sur les bonnes pratiques du secteur d'activité. Il doit pouvoir leur apporter des conseils, des éclaircissements, les sensibiliser davantage sur leurs responsabilités, d'abord vis-à-vis de la définition d'une vision claire pour l'entreprise, les sensibiliser sur leurs responsabilités vis-à-vis de la gestion des risques de l'entreprise. Il faut également dire que l'auditeur interne doit être un appui pour la surveillance et le contrôle du conseil d'administration. Notre objectif également vise à donner à nos participants les bonnes pratiques, les informer sur les nouvelles tendances et les sensibiliser davantage à cultiver leurs compétences pour être des sources de valeur ajoutée pour leurs institutions. C'est donc une opportunité d'interaction et de dialogue. Ce n'est pas une formation unilatérale. Le but ultime de ce forum, c'est de partager des bonnes pratiques, partager aussi notre foi dans un métier qui est à très grande valeur ajoutée pour l'organisation, puisque l'audit interne doit faire des propositions pour améliorer la performance de l'organisation. L'amélioration de la pratique de l'audit dans les différents secteurs implique l'ensemble des parties prenantes, notamment les pouvoirs publics. Ainsi, le gouvernement a mené plusieurs réformes en mettant en place un arsenal juridique conséquent pour favoriser l'harmonisation et la professionnalisation des pratiques de l'audit au Togo. Ce forum qui permettra à ces praticiens d'audit d'acquérir de nouvelles approches de leur secteur est axé sur le thème « La gouvernance, risques et conformité ». Quel challenge pour l'audit interne? Sachez que les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC ont tenu une séance plénière extraordinaire ce jeudi 11 janvier 2018 au siège de l'institution à Agbalépé-Dogan à Lomé. Cette séance plénière était consacrée à l'élection du nouveau président de la RAC. Au terme du scrutin, M. Pitalonani Telou a été élu président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. L'élection s'est déroulée en présence de tous les membres sous la supervision de Maître Bruno Paraiso, huissier de justice. Plusieurs mécanismes ont été définis et mis en œuvre par le gouvernement pour soutenir les couches vulnérables. Au nombre de ces mécanismes, le PUDC, le FAEJ, le PRADEB. Ils ont facilité l'insertion socio-professionnelle de milliers de jeunes Togolais. Et pour renforcer ces acquis, le président de la République a annoncé de nouvelles mesures de prise en charge de ces couches vulnérables lors de son message à la nation. Louis Cassi nous les fait découvrir dans le dossier de cette édition. Sur ces 10 dernières années, le Togo a enregistré des succès en termes de mise en œuvre des filets sociaux en faveur des couches vulnérables. Et les mécanismes de soutien de l'État à ces couches sont multiples et répartis dans divers secteurs d'activité. De l'inclusion financière à l'inclusion sociale, tout a été mis en œuvre par le gouvernement à travers des programmes ambitieux dotés de moyens adéquats. Ainsi, plus de 700 000 personnes ont bénéficié des microcrédits du Fonds national de la finance inclusive FNFI à travers ses produits Agricef, Agicef et Abcef. Tous ces bénéficiaires ont eu droit également à l'assurance. Plus de 30 000 personnes sont prises en compte par le transfert monétaire. Des plateformes multifonctionnelles sont installées dans les localités à la base pour permettre au groupement de femmes d'acquérir leur autonomie financière. Le secteur de la formation professionnelle révèle aussi des prouesses du gouvernement togolais. 7000 maîtres artisans ont été formés et près de 5000 jeunes artisans de divers secteurs d'activité ont été équipés, formés et appuyés financièrement grâce au projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes artisans qui a couvert la période 2011-2015.
2015. Une réponse conjoncturelle est apportée aux besoins d'insertion des jeunes via un appui à l'entrepreneuriat accordé par le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs pour, au finish, créer près de 20 000 emplois directs et octroyer un appui financier à 12 petites et moyennes entreprises. Le FAEJ, le PRADEB et la NPE sont également des mécanismes qui participent à l'insertion socio-professionnelle de milliers de jeunes Togolais. À cela s'ajoute les repas scolaires gratuitement offerts aux enfants. Le volontariat a permis au gouvernement d'offrir une expérience aux jeunes diplômés sur la scène professionnelle nationale comme internationale. Le projet de développement communautaire PDC+, et le programme d'urgence de développement communautaire PUDC ont aussi permis de doter les populations des infrastructures socio-communautaires, notamment des bâtiments scolaires, des unités de soins périphériques, des marchés, la réhabilitation des pistes et l'électrification des zones rurales. Au regard de la réussite de tous ces projets, le chef de l'État, Faure Sozimna Simbe, a annoncé pour cette année 2018 de grands chantiers, notamment l'élargissement de la gestion contractualisée dans les hôpitaux de Kara et de Lomé, après la réussite de ce mode de gestion dans les structures sanitaires pilotes d'Atapame et de Blita. Et le transfert monétaire sera étendu de 30 000 à 120 000 personnes. Dans l'attribution des marchés publics, un quota allant jusqu'à 20% devrait être réservé aux jeunes entrepreneurs. La couverture assurance sera aussi une réalité pour 2 millions d'élèves et s'étendra progressivement. Tout ceci dans le but d'endiguer la vulnérabilité des populations, d'éradiquer la pauvreté et d'offrir de meilleures conditions de vie et de travail à tous. Direction Kara, où les responsables d'ONG de la région ont eu des échanges avec une délégation du ministère de la Planification du Développement. Les discussions ont tourné autour de la plateforme de gestion de l'aide publique au développement et la collecte de données de cette aide. Des précisions avec la correspondance de Nestor Mouzo. Le gouvernement togolais a élaboré un outil appelé plateforme de la gestion de l'aide publique. À travers cet outil, se fait la collecte des données relatives aux ressources mobilisées par les ONG et d'autres partenaires pour la mise en œuvre des programmes et projets de développement sur le territoire national. Le rapport de l'année 2016 étant prêt, le ministère de la Planification du Développement a voulu le partager avec les responsables des ONG. L'un des intérêts de cet exercice est de faire comprendre aux ONG le rôle qu'elles jouent dans la production de ce document. Quand vous parcourez le rapport, vous verrez que dans toutes les zones de notre pays, il existe au moins une ONG qui réalise au moins quelque chose. Il y a des pistes, ce n'est pas le gouvernement qui les a tracées, ce sont les ONG. Il y a certains forages que les ONG font. Il y a même des cases de santé que les ONG construisent. Ces partenaires contribuent tant soit peu à donc accompagner le gouvernement dans l'exécution de ces différents programmes de développement. Nous voulons donc à travers cet atelier qui est un rapprochement beaucoup plus serré entre les acteurs publics dans le ministère de la Planification que nous représentons et les différentes ONG. L'exercice a été déjà fait dans les régions maritimes, plateaux et centrales. La région des Savanes va clôturer la tournée après Kara. C'est pour que toutes les ONG, où qu'elles se trouvent sur toute l'étendue du territoire, se sentent impliquées et fassent valoir toutes les actions menées à travers la mise à disposition des données, ceci dans le souci d'améliorer le suivi et la transparence de la gestion de l'aide publique au développement. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ poursuit son petit bonhomme de chemin en matière d'éducation et de formation des jeunes pour un entrepreneuriat réussi. Ce jeudi, des dizaines de jeunes étaient à la Blue Zone de Kakaveli pour apprendre encore les secrets pour la réussite de leur année entrepreneuriale. Des précisions avec Théophile Ekpe et Christine Pédjekialodé. L'entrepreneuriat, une des réponses au problème de chômage. Des milliers de jeunes l'ont bien compris et saisissent l'opportunité de ce cadre éducatif, la plateforme mensuelle Jeudi Jose du FAEJ pour mieux planifier et conduire leur idée d'entreprise. Ce 27e numéro Jeudi Jose et premier de l'année 2018 a été consacré aux secrets et astuces pour plus de succès en entrepreneuriat. J'ai retenu beaucoup de choses, parce qu'il faut avoir confiance en soi premièrement, avoir la conviction et être dévoué
à faire vraiment ce qui vient de soi-même. Le premier secret pour nous en tant qu'entrepreneurs est de faire un bilan de l'année qui s'est écoulée. Le deuxième secret consiste à identifier les motivations pour lesquelles je dois continuer mon parcours de jeune entrepreneur. Le troisième secret pour nous est cette fois-ci de choisir les objectifs de la nouvelle année. Le quatrième secret consisterait à proposer des actions, des moyens pour pouvoir réaliser ce que je désire. Et le dernier secret serait donc de résumer tous ces 4 points-là dans un document qui constitue mon plan de réussite. L'entrepreneuriat, un choix courageux qui mérite d'être soutenu en vue de meilleurs résultats. C'est pour cette raison que le gouvernement accompagne les jeunes porteurs de projets à travers des financements. La directrice générale du FAEJ renouvelle ici l'engagement du gouvernement à les accompagner. Nous avons fait le déplacement pour leur renouveler l'engagement qui est le nôtre à travailler avec eux. Quand le chef de l'État a fait son adresse à la nation, il y aura 20% des marchés publics qui sera destiné aux jeunes entrepreneurs. Il était donc de bon ton pour nous d'être avec eux pour donc leur annoncer les mesures. Les différents intervenants les ont conviés à cultiver l'intégrité pour une véritable émergence d'une classe entrepreneuriale au Togo. Et l'entrepreneuriat était également au cœur des échanges entre les responsables de la DOSI et plusieurs acteurs du secteur informel à Tchévier. Ils vont être outillés sur les différentes stratégies pour créer, gérer et réussir leurs entreprises. Sonia Aminiko. Et à la pauvreté qui sévissent dans les pays africains, en particulier le Togo, l'entrepreneuriat des jeunes devient un impératif. Mais très souvent, les jeunes qui s'y lancent n'arrivent pas à concrétiser leurs rêves par manque d'informations et de formation nécessaires à la réussite de leurs entreprises. Ici, les mutualistes affiliés à la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel, sont à l'école de ce savoir-faire indispensable pour leurs entreprises. On aura à intervenir en 3 grandes parties. La première grande partie est la recherche d'idées d'entreprise qui comporte 2 modules. La deuxième grande partie, c'est la création d'une micro-entreprise qui comporte 4 modules. La troisième partie, c'est la gestion d'une micro-entreprise. Ce serait la dernière partie qui comportera 2 grands modules, à savoir la gestion administrative, organisationnelle et du processus de production et la gestion commerciale et comptable. Donc, quand nous aurons à développer l'ensemble de ces modules-là, je pense qu'ils auront des outils nécessaires pour faire quoi? Pour savoir comment il faut créer une entreprise, comment il faut payer les impôts et comment il faut gérer leurs entreprises. Depuis quelques années déjà, la DOSI s'est engagée à professionnaliser le secteur informel au Togo afin d'agrandir l'assiette fiscale. D'où cette formation initiée à l'endroit de ses promoteurs d'emploi. Nous avons beaucoup de potentialités en termes d'entreprises et de micro-entreprises dans le secteur informel, mais les promoteurs n'ont pas forcément les capacités managériales et techniques et de gestion, etc. pour pouvoir conduire à bien leurs entreprises. Nous attendons d'abord qu'ils puissent répercuter les acquis de cette formation dans leur milieu respectif, donc auprès des autres entrepreneurs et jeunes entrepreneurs de leur milieu. Ensuite, nous voulons pouvoir les évaluer et voir dans quelle mesure cette formation a eu de l'impact sur leurs propres activités et sur les activités de ceux qu'ils ont pu toucher. Cette formation s'inscrit dans la droite ligne du projet d'appui à la mobilisation des ressources et au renforcement des capacités institutionnelles PAMOSI. À terme, le projet compte former 280 personnes sur toute l'étendue du territoire national. Il a été procédé à la remise symbolique des jugements supplétifs et cartes nationales d'identité aux acteurs économiques établis lors des audiences foraines passées. Le mouvement des jeunes UNIR a lancé cet après-midi au relais de la Caisse un nouveau concept dénommé les rencontres unies. À travers cette initiative, la section des jeunes du parti UNIR veut recueillir les avis et suggestions de la jeunesse pour leur participation aux prises de décision dans les instances dirigeantes. Le compte rendu avec Essoram Théoutéou.
Après avoir décliné leurs identités et attributions, les membres du bureau du mouvement des jeunes UNIR, MJU, se sont mis à la disposition des autres jeunes de ce parti pour répondre à toutes leurs inquiétudes. Ainsi se déroule le concept Les Rencontres Unies, lancé ce jour, une initiative du mouvement des jeunes UNIR avec des objectifs bien précis. L'idée, c'est vraiment d'avoir un bureau du MJU qui est parmi les jeunes, avec les jeunes, dans un endroit du territoire national, une fois par mois, avec comme principe de base l'informel et l'ouverture à la discussion. Nous nous réunissons avec les jeunes, non pas pour nous réunir, mais nous nous réunissons pour apporter de la valeur ajoutée au pays dans lequel nous sommes, au Togo. Le MJU, mis en place il y a 2 mois, exécute ainsi sa feuille de route et crée déjà de l'espoir auprès des jeunes. C'est une joie pour moi. L'initiative est bonne. Et à nous de dire merci pour que Dieu fasse que tout ce que nous voulons pour cette fois-ci, 2018, soit propice. Aujourd'hui, il est question de satisfaire la jeunesse dans sa majorité. Et donc, nous avons la conviction qu'avec la nouvelle donne et le nouvel engagement de la jeunesse autour des idéaux du parti, je crois qu'avec le chef de l'État en tête, le Togo va sortir la tête haute. Le concept sera étendu à toutes les préfectures et matérialise ainsi la volonté du président du parti, le chef de l'État Fonia Simbé, de voir les cadres et les instances du parti plus proches des militants pour mieux répondre à leurs aspirations. Aspirations formulées sur papier et déposées dans des boîtes à suggestions créées à cette occasion. On en vient aux désagréments survenus sur nos routes durant les fêtes de fin d'année, les accidents. En cause l'excès de vitesse ou l'abus d'alcool. Et en ce début d'année, petit bilan dans ce dossier de Emmanuel Kalgoura et Ferdinand Diassoa. La période des fêtes de fin d'année est souvent émaillée d'accidents de circulation. Plusieurs cas ont été encore enregistrés par le corps des sapeurs-pompiers lors des dernières fêtes de fin d'année, aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays. D'une moyenne hebdomadaire d'environ 100 cas sur lesquels on intervient sur toute l'étendue du territoire, on est passé à pratiquement 150, ce qui fait que c'est beaucoup. En tout cas, pour la seule semaine du 25 au 1er, c'est vraiment avec pratiquement plus de 50, donc je crois que ça a encore monté. Ça marque en fait les cas d'accident ou bien le niveau élevé d'accident qu'on reçoit toutes les fins d'année. Pour le cas de Lomé, bon, on était pratiquement à une moyenne de 110 accidents, pour bien 110 cas d'intervention pour la semaine du 25 au 6. On rend grâce à Dieu, ce n'était pas vraiment de cas graves. Malheureusement, on a constaté quelques cas de décès aussi à Dapon, à Kara et puis à Lomé. Les causes de ces accidents sont principalement liées à l'excès de vitesse, à la conduite en état d'ivresse, à l'ignorance ou au non-respect du code de la route. Pour cette fin d'année, on remarque que la majorité des accidents se sont produits à des carrefours, à des ronds-points. Donc sûrement que c'est des feux rouges que les gens ne veulent pas respecter, ou c'est l'incivisme, ou c'est l'euphorie. On doit avoir une nouvelle année, donc on est pressé pour aller où, je ne sais pas. Donc vraiment, vigilance, tolérance sur nos routes, respect du code de la route surtout, respect des feux tricolores et tout ce qui va avec pour vraiment éviter qu'on soit auteur d'un accident ou qu'on subisse nous-mêmes des accidents. Synonyme de gaieté et de joie, la période des fêtes de fin d'année doit tout de même nous appeler tous à la retenue et à la prudence. Remise d'attestation aux lauréats des projets citoyens 2017. Le concours a récompensé ce matin à Lomé 22 projets issus de toutes les régions du pays. Et c'est une initiative qui promeut l'implication des associations civiles dans la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté. Sergine Raimondo et Dodo Poiré. 22 organisations de la société civile sélectionnées pour inculquer les valeurs civiques et citoyennes à la population togolaise. Ces associations, lauréates issues de toutes les régions du Togo, ont su élaborer leurs projets conformément aux exigences requises par l'appel à projets citoyens lancé l'année dernière par le ministère en charge de la formation civique. Elles reçoivent ici leur attestation pour se lancer dans diverses activités et semer l'esprit citoyen et républicain au sein de toutes les couches sociales du pays. Pour commencer, nous visons 5 lycées. Et dans ces 5 lycées, nous allons identifier
8 élèves et 2 professeurs. Donc nous aurons une cible totale de 50 personnes. Cette première cible sera formée à la citoyenneté et à la formation civique afin que dans chaque école il y ait une sorte de comité de veille qui va d'abord sensibiliser les autres écoliers et élèves et à leur côté des professeurs qui vont aussi leur apporter l'appui technique. C'est pour apporter des solutions aux différents comportements inciviques que le gouvernement s'est doté en juin 2014 d'une politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté. Les organisations de la société civile ont donc un rôle important à jouer dans cette politique qui veut faire de la formation civique et de l'éducation à la citoyenneté un levier d'émergence au Togo. Ces organisations civiles qui couvrent l'ensemble du territoire national pourront, à travers leurs projets, faire passer les valeurs républicaines, faire passer les valeurs du vivre ensemble et ramener, apporter toutes les informations permettant aux uns aux autres de mieux appréhender le civisme et la citoyenneté. Il y aura une évaluation d'impact de l'action de chaque projet dans le milieu et voir quelles sont les actions les plus pertinentes et surtout l'impact sur les populations. Ils étaient au total 145 associations à soumettre leurs projets citoyens et les 22 retenus bénéficient d'un appui financier afin que leur action puisse impacter positivement sur le comportement des citoyens. Direction la région des Savanes, précisément au pays Moba Gourma, où les jeunes hommes arrivés à un certain âge sont appelés à passer de l'adolescence à l'âge adulte. Et c'est donc au cours d'un rituel initiatique, Malcompte, qu'ils démontrent leur pouvoir de mal. C'est une cérémonie qui se déroule généralement entre les mois de décembre et février. Augustin Kossi nous amène ce soir donc à la découverte de cette initiation pubertaire. Regardez. Enfin, les bruits des tam-tams retentissent. Ils marquent le début de l'initiation pubertaire Malcompte. C'est une période tant attendue ou probablement redoutée en pays Moba et Gourma par les futurs initiés qu'on conduit en toute hâte dans le couvent préparé pour la circonstance. Malcompte veut dire le couvent des Malbes. Malbes, c'est un clan gourmandier. Et Conde veut dire couvent. Donc Malcompte, c'est le couvent des Malbes. Au départ, c'était le couvent des Malbes, réservé aux Malbes. Et par après, quand cette initiation a eu une certaine notoriété, ça s'est étendu à presque tous les clans, Gourmandier et Moba, dans la région des Savanes. C'est généralement entre le mois de décembre et le mois de février. En temps d'harmattan, il fait très frais. On rassemble ces jeunes-là à l'écart du village. Ils dorment dans la brousse pour qu'ils aient aussi un peu d'endurance et autres. C'est une école de formation. En pays Moba, il y a deux sortes de couvents. Il y a un couvent mixte qui est pour hommes et femmes. Et il y a un couvent uniquement pour les jeunes adolescents. Il n'est pas dit qu'on se limite seulement aux adolescents. Même les personnes âgées qui veulent se rattraper peuvent revenir à ce couvent d'initiation. Dans ces couvents, les maîtres initiateurs jouent le rôle de professeurs. Ils transmettent toutes les valeurs aux initiés après la difficile et délicate étape de la circoncision, au cas où ils ne le sont pas encore. Ils commencent d'abord par l'enseignement de la langue exotérique appelée le Malkom ou la langue du couvent. Ensuite, ils interviennent pour initier pendant plusieurs jours les jeunes à la danse, à la musique, aux contes et aux devinettes du terroir.
La construction de ce patrimoine relevait donc de l'héritage de la circoncision issue de la tradition Peul, avec lesquels on a greffé les éléments de la culture malbe, de la culture gouroumanké. Malcompte, c'est une initiation destinée aux jeunes garçons. Donc, les femmes ne doivent pas y accéder, puisque les femmes aussi ont leur initiation à part. Donc c'est pourquoi lorsque les femmes, les nourrices apportent à manger, elles s'arrêtent au moins à 200 mètres de l'enclos. Et il y a des gardiens du couvent qui les rencontrent pour prendre la nourriture. Enfin, l'initiation terminée, voici la marque de chaque initié. Chaque scarification est la marque d'identification qui prouve que l'individu a subi les rites initiatiques malcomptes et est devenu, selon les garants de cette coutume, un vrai homme auquel on attribue un nouveau nom. On est curieux de voir un peuple qui apprête à sa manière ces jeunes garçons à la vie adulte par anticipation. Les voilà imprégnés de toute cette richesse culturelle qui fait d'eux des hommes aguerris, prêts à affronter les vicissitudes de la vie adulte. Nous sommes jeudi et nous retrouvons maintenant notre ami du jeudi, Claude Amar. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Claude, les éperviers dames affûtent leurs armes pour le prochain tournoi de l'UFOA dames prévu à Abidjan en Côte d'Ivoire à partir du 14 février. Anita, logée dans le groupe B aux côtés des Béninoises, des Nigériennes et des Sénégalaises, les Togolaises qui entreront dans la danse à partir du 15 février face aux Sénégalaises multiplient les séances d'entraînement pour nous représenter vaillamment, comme l'a constaté Jean Koufi et Dédi. De 4 semaines seulement pour le démarrage de la Coupe de l'UFOA version féminine en Côte d'Ivoire. Le Togo, conscient de la tâche qui l'attend, se prépare en conséquence. Nous avons regroupé les filles samedi, on a fait une détection sur 3 jours. On a trié celles qui sont meilleures pour le championnat en attendant. Pour le travail, nous avons fait quelques corrections techniques parce que il y a de cela 8 mois, le championnat s'est arrêté et les filles ont repris l'entraînement avec beaucoup de lourdeur et beaucoup de déchets techniques. Donc pour cette première phase, nous avons commencé par travailler quelques fondamentaux techniques pour relever un tout petit peu au niveau des filles avant le deuxième stage. Cette séance d'entraînement, la 3e du genre, a été consacrée à un match opposant la sélection A en jaune à la sélection B en rouge. Au bout des 45 minutes x 2, c'est la formation des jaunes plus techniques qui l'a emporté 5 buts à 0. Vu la physionomie de ce match, du travail reste à faire avant le 14 février, date de démarrage de la compétition. Beaucoup de choses sont à faire, donc voir les éléments techniques, tactiques et physiques, tous ces éléments sont à corriger pour pouvoir espérer faire la compétition. Le Togo, logé dans la poule B, évoluera aux côtés du Nigeria, du Bénin et du Sénégal. Moi, j'ai pas peur. À mon niveau, j'ai pas peur. Je crois en moi et je crois en toute l'équipe. On fera de notre mieux. Le groupe A est composé de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Burkina Faso et du Ghana. Et Claude, cap sur la France où s'est joué hier les quarts de finale de la Coupe de la Ligue avec les fortunes diverses. Paris Saint-Germain s'est débarrassé de Amiens 2 buts à 0, tandis que Rennes a mis les bouchées doubles pour venir à bout de Toulouse 4 buts à 2. Rennes a arraché sa qualification pour les demi-finales. Le héros est un remplaçant, Adrien Hunou, sorti du banc en fin de match. Le Stade Rennais est plus entreprenant en début de rencontre. 21e minute, Kazri est trouvé, il élimine Yago avant de servir Benjamin André qui ouvre le score avec beaucoup de réussite. Sur le ralenti, on s'aperçoit que c'est Yago qui marque du genou contre son camp. Rennes mène 1-0. 5 minutes avant la mi-temps, Toulouse réagit. Max-Alain Gradel temporise dans la surface de réparation bretonne et trouve s'il a démarqué. Diallo est battu 1 but partout.
Mais cette égalisation est loin d'anéantir les rouges et noirs. Wabi Kazri, le centre. Bourigeaud buteur permet donc à Rennes de reprendre les devants. Toulouse est toujours dans la réaction comme en deuxième période. La frappe d'Imboula est puissante mais ne trouve que le poteau. Et quelques minutes plus tard, le poteau sauve encore Diallo pour quelques secondes seulement puisque Yaya Sanogo en embuscade égalise. Et le coup franc de la dernière chance est rennais. Bourigeaud s'élance, contré par Amiens, mais Adrien Hunou a bien suivi. Il libère le Stade Rennais avant de s'offrir un doublé en profitant d'une dernière erreur de la défense toulousaine. Rennes s'impose 4-2. Rennes PSG, C'est tout pour le Pâté Sport d'aujourd'hui. Samedi, Alfred Colani et ses invités retrouveront les passionnés du football anglais à travers Direct Foot au programme Chelsea contre Leicester. Merci Claude et nous te retrouverons donc jeudi prochain. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières porte à la connaissance de la population qu'en raison de menaces graves que constitue la fièvre à virus Ebola dans certains pays de la sous-région ouest-africaine et dans le souci de prévenir les effets néfastes de cette maladie dans notre pays, il est provisoirement suspendu sur toute l'étendue du territoire national la chasse coutumière et la petite chasse dont les produits sont à l'origine du virus Ebola. Le ministre en charge de l'environnement en appelle donc au civisme, au sens de responsabilité et à la bonne compréhension de tous pour le respect scrupuleux des dispositions de ce communiqué. Et dans un autre communiqué, cette fois, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSED, informe les candidats retenus pour la phase de collecte de données du recensement général des entreprises que leur formation débute dans les conditions ci-après. Pour les candidats ayant déposé leur dossier à Lomé le 15 janvier 2018 à 7h30 à l'hôtel Mirambeau, non loin de la station Total de la gare routière d'Agbalépé-Dogan et à l'hôtel Concorde, fin pavé de Tochi de Lomé. Les candidats retenus à Lomé sont priés de passer à l'INSED le samedi 13 janvier 2018 pour consulter les listes de répartition des agents par hôtel. Pour les candidats ayant déposé leur dossier dans la région maritime et plateau, le 29 janvier à 7h30, leur formation aura lieu aux affaires sociales d'Atakpamé. Pour la formation des candidats ayant déposé leur dossier dans les régions centrales Kara et Savane, elle aura lieu le 29 janvier à 7h30 à l'évêché de Kara. Les candidats absents et à l'appel seront immédiatement remplacés. L'accès à la salle de formation est subordonné à la présentation de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Au revoir.